Mesdames, Messieurs, chers Africains, chers membres de la diaspora, incroyable mais vrai, je vous informe que les présidentielles françaises de 2022 entreront dans les annales de non-événements en Afrique francophone au regard des guerres de positionnement et de la réorganisation du monde à l'échelle de notre continent et à l'échelon France-Afrique. Mesdames, Messieurs, chers Africains, chers membres de la diaspora, pour info, historiquement, la France-Afrique s'est assise sur trois piliers géopolitiques et ou géostratégiques. Le premier pilier, le pilier de la conservation du chaos. Le Centrafrique et le Mali sont des cas d'école de ces 10 dernières années. La suite, nous la connaissions. Le Mali et le Centrafrique cherchent à s'affranchir du joug France-Afrique. Ce processus est engagé et prendra du temps. Autrement dit, la France a déjà perdu le Mali et le Centrafrique. Et combien d'autres pays France-Afrique? Mesdames, Messieurs, chers Africains, chers membres de la diaspora, le deuxième pilier France-Afrique fut celui de l'installation et du maintien au pouvoir et par la force des dictateurs liberticides, antidémocratiques, antisociaux, criminogènes et confiscatoires d'ailleurs de leur pays comme leur propriété privée et de la France-Afrique comme jouant de la France-Afrique comme leur compagnie d'assurance. Le cas Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo, Paul Biya, Idriss Déby, fils et compagnie sont des cas d'école à l'échelle déjà l'Afrique centrale. Cependant, ce que nous appelons la géopolitique ou la géostratégique se réorganise par la force à l'échelle africaine et en particulier à l'échelle France-Afrique. La France cherche à se positionner et ou à se repositionner en Afrique francophone par l'alibi de la lutte contre le terrorisme. Peine perdue, ça ne marche pas et ça ne marchera plus jamais, car la France est en train de perdre son influence en Afrique. Rappelons-le que l'Afrique, et notamment l'Afrique francophone, est à la France ce que le Nil est à l'Égypte. C'est un don, je répète. L'Afrique francophone est à la France ce que le Nil est à l'Égypte. C'est un don. C'est-à-dire sans l'Afrique ou l'Afrique francophone et où voit la France-Afrique, la France serait à la place du Portugal au niveau du rang européen et mondial, disait déjà l'ancien président français Jacques Chirac. Or, les dictateurs France-Afrique comme Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo, Paul Biya et Obiang Nguema jouent désormais le double jeu géostratégique entre l'Occident et l'Eurasie. Eh bien oui, le jour, ils sont en Occident, ou c'est les Occidentaux, et la nuit, ils sont chez les Eurasiens, c'est-à-dire les Russes, les Chinois et autres. Et donc, et pourquoi? Parce que ils veulent d'un côté préserver leur régime en observant les rapports de force
qui s'exerce en ce moment. Vous avez le cas de Denis Sassou Nguesso. Le matin et le jour, il est en zone France-Afrique et la nuit, il est chez les Razis. Parce qu'il regarde, ah tiens, peut-être que, voilà. Mais pour Sassou, c'est déjà pour la conservation de sa tyrannie. Ils jouent avec le jeu France-Afrique, c'est-à-dire occidental, pour conserver sa tyrannie. Et en même temps, Razi, parce qu'il voit que, ah tiens, peut-être que l'après, bon, ben, les rapports peuvent s'inverser et préparer déjà sa dynastie par le canal eurasien. Donc ce sont des jeux de stratégie. Et ça, la France l'a très bien compris. Donc, de ce fait, après les présidentielles françaises de 2022, les prochaines victimes de la réorganisation géostratégique de la France en Afrique seront à l'échelle d'Afrique centrale, déjà Ali Bongo, qui est déjà handicapé. Hein, il est handicapé. Bon, vous avez aussi Obiang Nguema et fils. Troisièmement, vous avez aussi Paul Biya du Cameroun. Il ne peut même plus aller se soigner à l'extérieur parce que bon, ben, on met les pressions pour qu'il crève là-bas. Le cas de Denis Sassou Nguesso va être aussi pareil. Donc, là, vous avez par exemple pu voir que Blaise Compaoré, qui s'est réfugié en Côte d'Ivoire, est protégé par Alassane Ouattara. Il est condamné par contumace à perpétuité. Mais pour l'assassinat, condamné pour l'assassinat d'Isidore Thomas Sankara. Bon, là, on veut les laisser mourir là-bas. Comme les Bongo, les Sassou, les Paul Biya, ils vont de moins en moins venir ici, se faire soigner ici en Occident. Donc on veut qu'ils crèvent parce que ils ont bien compris que ces dictateurs-là jouent le double jeu. Occident et autres. Parce que l'Occident a une règle. Il faut être avec lui ou si tu n'es pas avec lui. Donc, c'est voilà. Donc, comprenez ça. Il faut choisir son camp. Ils aiment ça. Il faut choisir son camp. Il ne faut pas être au four et au moulin. Ils n'aiment pas quelqu'un qui est à la fois au four et au moulin. Non, ce n'est pas possible. Et donc là, ils savent bien que les dictateurs d'Afrique centrale, ils savent bien que leurs jours sont comptés. Et donc, la France, il sait bien que ces pions sont avariés. Et pourquoi? La France veut certainement s'en prendre à ces ex-pions et autres. On appelle ex-pions parce que Sassou Nguesso, quelque part, devient un ex-pion de la France-Afrique. Ali Bongo pareil, Biya pareil, et autres pareil, parce qu'on sait bien le double jeu qu'ils jouent entre l'Occident et les Razis. On est bien d'accord, on a vu les votes au niveau des résolutions des Nations Unies, on a vu pour les droits de l'homme, on a vu beaucoup, comment ils analysent ça, les Occidentaux. Les Français occidentaux, ils analysent ça. Il faut savoir, avec les Occidentaux, il faut choisir son camp. Je suis avec toi, c'est tout. Tu ne peux pas être au milieu autre, non, c'est pas possible. Les non-alignements, ça a fonctionné pendant l'ancien ordre mondial de 1945 à 1989. Maintenant là, il faut choisir son camp. Ok, c'est ceux qui jouent les jeux doubles là, parce qu'ils savent bien que l'Occident peut-être est en déclin, donc il faut déjà préparer l'avenir. Donc l'avenir se joue du côté eurasien. Donc ils jouent à ça. Mais là, l'Occident qui les a placés au pouvoir, là on train de les regarder. Donc comme la France est le cheval de Troie de l'Occident, il a son précaré et ses intérêts autres. Donc c'est qui se dessine. On est bien d'accord. Donc pourquoi la France va s'en prendre à ces ex-pions ou à ces pions avariés? Bon, moi, j'en ai combien? J'en ai combien? 2 ou 3 raisons. Oui. La première raison, c'est que la France n'a pas d'amis. Il n'a que ses intérêts à défendre. Or, ces intérêts vont être de plus en plus menacés en Afrique, et en particulier en Afrique francophone ou en zone France-Afrique, au regard de la réorganisation géostratégique de l'Afrique et du monde. La deuxième raison, c'est parce que la France
prend de plus en plus conscience du danger que représentent ces dictateurs avariés. D'abord, question d'image. Parce que quand on parle de Sassou Nguesso, on voit la France. Donc l'image de Sassou Nguesso et de la France est liée. Donc comment la France peut-elle soutenir un gars comme ça? Donc ça veut dire que la France est pourrie, la France est point, point, point. Donc on peut tout interpréter. Qui se ressemble, s'assemble, et etc., etc. Deuxièmement, il faut se dire que ils sont point à ces gens-là parce que ces dictateurs-là deviennent de plus en plus vulnérables au niveau géostratégique. Oui, le cas de Denis Sassou Nguesso est un cas d'école. Bon, par exemple, quand les Africains observent Sassou Nguesso ou les Congolais observent Sassou Nguesso, ils voient que bon, c'est quelqu'un qui a fui placé là par la France et qui a triché des élections, changé des constitutions en toute illégalité. Il a triché des mandats électoraux et il a emprisonné les présidents élus et il a tué même les présidents élus. Il y a des prisonniers politiques, il y a beaucoup de choses qui sont là. Et donc là, au niveau de la France, ça fait déjà beaucoup, au niveau terme d'image et autres. Parce que le climat de méfiance et défiance du peuple congolais, comme de pays d'Afrique francophone, envers la France est total. D'où le non-événement des élections. Vous savez, les élections françaises, ce fut comme le match de la Coupe du Monde où la France jouait. J'avais vu ça les jours là, on était en 1986, où la France était qualifiée, je pense, en demi-finale ou quelque chose comme ça. Mais c'était la fête partout, non, on était à Pointe-Noire. On dit non, partout, partout. Non, non mais c'est quoi cette affaire-là? Comme si c'était un département ou autre de la France. Mais on en a vu aussi euh, au niveau des présidentielles. On suivait ça, les présidentielles françaises. Aujourd'hui, c'est un non-événement. Les gens regardent qui est le président français qui va certainement prendre ses responsabilités de décoloniser la France comme l'ont fait historiquement. Le Portugal, la Grande-Bretagne, aujourd'hui sont respectés en Afrique. Mais là, on voit que chaque président français, quand il arrive, devient le problème de l'Afrique. L'Afrique francophone. Donc ça, il faut en tenir compte de ça. Donc la France est bien consciente que euh, euh, ces ex-dictateurs ou ces dictateurs avariés deviennent le problème de ses intérêts vitaux, de ses enjeux stratégiques, l'influence de la France à venir. Donc il faut trouver des solutions pour changer les paradigmes. C'est ça l'enjeu. Troisième raison, parce que depuis ces 5 dernières années, on a par exemple pu voir au Centrafrique, au Mali, en Guinée, Conakry, et même au Burkina Faso, qui a subi les pressions France-Afrique, mais il cherche à s'affranchir de la France-Afrique. Et donc, on voit que ces jeunes dirigeants, même si on les qualifie de poutistes et autres, mais demain, il y aura des... On a eu au Centrafrique, c'est pas un poutiste, mais c'est un civil. Donc, il y a une dynamique africaine, francophone, qui veut s'affranchir de la France-Afrique. On a vu qu'à chaque fois que ces coups d'État militaires salutaires ont lieu, mais la plupart de ces dirigeants ne reviennent pas vers la France. Ils choisissent délibérément d'aller à la rencontre d'autres partenaires économiques et militaires, parfois hors Occident et hors France. Donc n'oublions pas que la réorganisation des contrats néocoloniaux France-Afrique signés dans les années 60 pendant les pseudo-indépendances de l'Afrique devient de plus en plus problématique là-bas. Donc les gens cherchent à négocier ces contrats, ces accords, ces traités et autres. Et par exemple, les problèmes des bases militaires, du fonds CFA, plein de choses comme ça. Ce sont des processus qui demandent du temps, mais la voie est déjà engagée. Donc vous voyez ça, ceux qui prennent le pouvoir en Afrique, comme j'avais fait dans une vidéo en 2016, 2015 ou 2016, j'avais dit que dans les années à venir, nous verrons que la plupart des dirigeants africains
putschistes ou non, vont de plus en plus tourner le dos à la France. Parce que le modèle France-Afrique n'est pas aménageable. Donc, il est assis sur le pilier que je suis en train de vous en parler. Le pilier de la conservation du chaos. Et là, le deuxième pilier, c'est surtout le maintien au pouvoir par la force, le dictateur. On voit ce que ça a donné. Cependant, la France ne veut pas tout perdre en Afrique. C'est une affaire de survie, des raisons vitales ou d'intérêt vital. D'où l'intérêt de la réorganisation politique et des futurs dirigeants France-Afrique à venir. Donc il y aura toute une organisation. Je vous ai dit que l'image de la France est mauvaise en Afrique. Et quand on voit toutes les décolonisations de l'Afrique, il reste que la France qui est l'ex-pays colonisateur en Afrique. Et avec les enjeux que je vous en parle, de la réorganisation du monde et du positionnement et tout ce qui se dessine, la France est en déclin en Afrique. Donc, il joue le jeu de la Libye, du terrorisme et autres, ça ne marche plus. Et donc là-bas, les gens ont compris, l'Internet est passé par là, beaucoup de choses, des Africains de plus en plus éveillés et conscients. Donc ça, s'ils ne prennent pas les responsabilités de s'affranchir de ces ex-dictateurs qui portent la mauvaise image de la France, parce que, imaginez-vous que vous parlez de Denis Sassou Nguesso, de Biya, des autres, mais non, ça s'est passé. Les gens là sont depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans au pouvoir. Mais c'est quoi cette affaire-là? On ne voit que ça en la zone France-Afrique. Et d'ailleurs, l'Afrique francophone est l'auberge des dictateurs. Observez vous-même dans toute l'Afrique, là où il y a des alternances, des dynamismes électoraux, où on peut avoir des alternances plus ou moins consensuelles, mais ça passe. Mais en zone France-Afrique, c'est bloqué depuis des années. Et donc ça ne va plus durer, puisque la réorganisation du monde est telle qu'il y a des rapports de force qui se décident, et l'Afrique, la jeunesse africaine va en profiter de cette transformation-là. Ils sont des civils, ils sont des militaires. Et donc ils cherchent là où c'est se trouve. Par exemple, quand tu vois que, il fait un coup d'État, après, il court vite vers là où il va se protéger au niveau sécuritaire. Ça devient comme ça. Vous allez, par exemple, voir le cas du Mali, de la Centrafrique et autres. Ce sont des cas d'école. Donc, il faut en tenir compte que la France est bien consciente du danger. Parce que l'Afrique francophone est un don de la France. Parce que sans l'Afrique francophone, la France serait au rang mondial et européen à la place du Portugal. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple africain, peuple du monde, chers membres de la diaspora africaine, le troisième et dernier pilier, France-Afrique, fut celui des dynasties. Au départ, on crée le chaos, partout qu'on a vu historiquement au Centrafrique. On voyait que le pays-là ne va pas s'en sortir. Le Centrafrique est maudit. On disait comme ça. Ok, c'était la conservation du chaos. On a vu depuis l'assassinat de Mohamed Kadhafi en Libye, au créant le chaos là-bas, les djihadistes ont envahi le Sahel, et donc il y a eu, depuis 11 ans, il y a eu la conservation du chaos au Mali. Et donc le Centrafrique et le Mali sont allés chez les Russes pour aller, maintenant, aujourd'hui il y a stabilité. Et donc dans la conscience africaine, on dit, ah tiens, finalement la France là, et autres, vous imaginez ça? On est des humains, hein, on a moins de cerveau. Et deuxièmement, c'était la conservation des dictateurs là. Et qu'on a vu qu'ils sont des hommes avariés. Et donc, troisièmement, c'est la France, elle s'est dit, non mais attends, on va maintenant changer de modèle, on va passer faire le tour de passe-passe, donc on va mettre les dynasties. On a par exemple pu voir les dynasties France-Afrique après la mort de Yadema en 2005. La suite, on la connaît. Ce pays est depuis instable, dans le chaos. C'est un pays sensible à la solution malienne pour s'affranchir de la France-Afrique.
savez ça? Le Togo, en Afrique de l'Ouest, c'est un pays sensible à la solution malienne. En 2009, au Gabon, après la mort de Omar Bongo, une dynastie naissait. On voit qu'on la suite, on la connaît. C'est presque l'instabilité, les chaos et autres là-bas, au, au Gabon. Vous avez par exemple pu voir en 2016, Ali Bongo trichait les présidentielles. Et ce pays est en proie à 3 situations France-Afrique inédites. Première situation, Ali Bongo handicapé cherche coûte que coûte à transmettre sa dynastie à son fils Nordin Bongo. Et les Gabonais, pas question. Pas question. Deuxième situation, l'autre branche des Bongo, le fils naturel Denis Omar Bongo, le petit-fils du dictateur Sassou Nguesso qui cherche à installer son petit-fils au Gabon. Donc il y a des tensions là. Le pays-là est pris d'assaut par 2 dynasties qui se battent. La dynastie France-Afrique. Mais la troisième situation, c'est celle de Jean Ping, le président élu en 2016, et qui cherche par tous les moyens pour récupérer sa légitimité, son pouvoir. Il fut élu par le peuple. Donc, ces 3 situations résument bien l'ADN de la France-Afrique. 1. La conservation du chaos. 2. Le maintien par la force des dictateurs. Et 3. Maintenant, les dynasties. Or, la réorganisation du monde actuel risque de balayer la France-Afrique au Gabon. Et n'oublions pas que au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso cherche aussi quelque part sa dynastie, même au Cameroun et autres. Mais ça ne va plus marcher. Parce que regardez ce qui s'est passé par exemple au Tchad. Ce pays-là est rentré dans une phase ou dans une période d'instabilité vraiment qui est là. C'est la voie ouverte vers la solution malienne aussi. Et autres, le Mali devient la référence. Je vous dis sincèrement. Il n'y a pas un intellectuel, il n'y a pas un politicien, il n'y a pas un jeune ou vieux ou autre qui ne pense pas à la solution malienne. Parce que ça devient la solution. Et donc, avec cette réorganisation du monde, et donc on peut s'attendre à ce que beaucoup de pays d'Afrique francophone choisissent de se protéger, de se faire protéger par la Russie et la Chine. On en a vu en Éthiopie. L'Éthiopie, c'est comme ça. On a voulu qu'il y ait le bazar, le chaos là-bas, les Russes et les Chinois ont pris leurs responsabilités. Et voilà. Et donc, vous avez là des situations où, après l'assassinat d'Idriss Déby, on a installé une dynastie qui devient aussi problématique. C'est le piège. Parce que la situation malienne ou centrafricaine risque de se répéter au Tchad. Bon, le problème du Tchad, c'est qu'il attend un peu le chamboulement au Cameroun. Parce que le Cameroun est un peu comme la Côte d'Ivoire, avec le Mali et le Burkina Faso et autres. Mais ça peut se chambouler à tout instant au Cameroun. Et le Tchad, ça sera comme une épidémie. Donc la France-Afrique est en difficulté. Est en difficulté en Afrique francophone. La riche Afrique francophone, la riche Afrique centrale. Et donc vous avez tout compris. Donc vous comprenez que les dynasties là n'ont plus de beaux jours devant eux. Les dynasties France-Afrique là n'ont plus de beaux jours devant eux. Donc, pour résumer la situation à venir aux zones France-Afrique d'Afrique centrale, d'abord,
au Congo et au Cameroun, ça sera un peu pareil. Denis Sassou Nguesso ou Paul Biya vont être écartés, soit éliminés ou autres, comme ça s'est passé ailleurs ou autres, puisque Paul Biya est déjà privé d'aller se soigner ici, en Occident, et Denis Sassou Nguesso va être aussi pareil, mais là nous allons voir, comme au Cameroun, comme au Congo, Brazzaville, nous aurons trois cas. Le premier cas sera la conservation du chaos. Donc, si Biya disparaît ou Sassou disparaît, on risque de choper soit une dynastie de Biya qui ne marchera pas, soit la passation des pouvoirs de gré à gré. Hein. Chez nous, au Congo, c'est déjà dans le clan, ils se divisent là. Et au, au Cameroun, peut-être ils vont dire tout sauf les Bamileke, ils vont aller chez les Aoussa. Mais est-ce que les Bamileke et les autres vont laisser comme ça? Non. Bon, donc cette situation ne marchera pas. Ne marchera pas. Puisque la réorganisation du monde montre que les choses se décident comme ça, la France-Afrique devient le problème et tout le monde le connaît. On lance des vidéos rappels à la France de s'affranchir, de s'organiser, comme l'ont fait les ex-pays colonisateurs, le Portugal, la Grande-Bretagne et autres. Donc on les renvoie. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Mais là, la solution de la conservation du chaos au Congo et au Gabon, après la mort ou l'écartement, on l'écarte, on les fait descendre, Biya ou Denis Sassou Nguesso. Donc la conservation du chaos risque d'agir au Cameroun. Mais nous sommes là pour lancer des signaux d'alerte que s'il y a dynastie ou le passage du pouvoir des gré à gré au Cameroun, le Cameroun sera dans le bordel total. Au Congo, pareil. Deuxième cas, c'est-à-dire là, Denis Sassou Nguesso ou même Biya partent dans la situation où soit la France-Afrique prend ses responsabilités. Ben oui, il prend ses responsabilités, ouais, mais on dégage Sassou ou Biya. Mais l'autre va dépendre de quels éléments vont-ils placer. Est-ce qu'il va aller dans une transition? Et comme on peut imaginer, comme ça s'est passé au Centrafrique au temps, puis au Mali aussi, bon, on en a vu un peu partout en Afrique francophone. Mais là, si Biya ou Sassou Nguesso sont éjectés par la France-Afrique, mais là, ça va défendre qui? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce sera une transition voulue par la France? Comme on connaît comment les organise les transitions, c'est pour ses propres intérêts. Donc cette situation, nous pourrons nous retrouver soit dans un régime qui sera pro-occidental ou un autre qui va certainement tourner les rouler dans la farine ou tourner et aller vers l'Eurasie. Donc, dans tous les cas, dans cette situation où la France prend ses responsabilités, où l'Occident prend ses responsabilités d'éjecter Biya et Sassou Nguesso, et ça risque d'arriver dans une situation où ils peuvent bien sûr gagner, mais ça ne va pas aller loin s'ils ne changent pas eux-mêmes le modèle occidental en Afrique ou le modèle France-Afrique. Ça va certainement, que ce sera certainement quelque chose qui va rester là, attendre au moment. Et voilà, comme ça s'est passé au Centrafrique. Hein? Voilà, après la transition, bon, virage vers la Russie. Et donc là, cette situation est problématique. Le troisième cas, bon, c'est que bon, Biya ou Sassou sont dégagés. Bon, on dit bon, il y a eu des présidents élus. Au Congo, c'est Jean-Marie Michel Mokoko. Au Cameroun, le professeur Maurice Kanto. Hein? Nous avons le général Jean-Marie Michel Mokoko au Congo et le professeur Maurice Kanto au Cameroun. On dit, bon, écoutez, on remet les trônes, et parce qu'ils ont fui voté par le peuple, mais à défaut, on choisit une solution transitoire, c'est-à-dire passer par une transition. Pourquoi faire? Est-ce que c'est pour organiser les prochaines élections? Mais les présidents élus, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, c'est toutes ces réflexions-là. Vous avez tout compris? Au Gabon, nous avons des cas qui peuvent se poser. C'est-à-dire, le premier cas, c'est la guerre des dynasties entre la dynastie de la Libongo
et la dynastie du côté de Denis Omar Bongo, le petit-fils de Denis Sassou Nguesso, qui cherche là aussi à... Voilà. Donc ça, mais l'autre côté, bon, deuxième cas, c'est Jean-Ping. Qu'est-ce qu'il va faire? Si c'est encore en vie, bon, est-ce qu'il va prendre son trône? Est-ce qu'il va arriver à une transition ou voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se passent là. Enfin, au Guinée équatoriale, la situation va être différente parce que Obiang Nguema risque d'être soit éliminé ou mourir au pouvoir. Et à ce moment, la situation pour son fils de reprendre le pouvoir sera problématique puisque les tensions qui sont là actuellement ne vont pas le permettre, il ne va pas avoir la marge de manœuvre de succéder à son père et construire une dynastie au Guinée équatoriale. Mesdames, Messieurs, peuple africain, chers africains ou chers membres de la diaspora, pour terminer, je vous informe que on ne réécrit pas l'histoire, mais c'est une page de l'histoire du monde et ou d'Afrique qui se joue en ce moment sur 3 situations majeures, prévisibles. Et nous, Africains, on doit en prendre conscience. La première situation majeure est celle de la réorganisation du monde par la force. D'où l'intérêt pour nous, Africains, d'avoir des soutiens solides au point de vue sécuritaire et économique aussi. Donc, là, il faudra certainement clarifier vos positionnements. Vous ne pouvez pas être moitié Occident, moitié Eurasie. Non, non, il n'aime plus ça. Donc, il faut se choisir son camp. Le Mali a choisi son camp, il est eurasien. Et le Burkina Faso joue... non, ça risque de se terminer très mal. Le Centrafrique, non, c'est pas bon ça. Il faut choisir son camp. La Guinée-Conakry, pareil. Donc il faut savoir que la réorganisation du monde par la force est en cours. Et donc, si par hasard vous faites un coup d'état militaire salutaire ou pas, il faut choisir son camp et maintenant. Mais avant du coup d'état ou avant tout ça, il faut déjà avoir des liens, des contacts avec ceux qui vont vous protéger. Parce que si vous êtes vraiment, vous avez choisi l'Occident, il n'y a plus de problème. On va pas vous non, ils vont vous accompagner. Mais si vous ne choisissez pas l'Occident, ils ont l'ADN de la guerre, ils vont vous foutre le bazar. Donc d'où l'intérêt d'avoir quelqu'un qui vous protège. La deuxième situation majeure à venir, c'est la réorganisation des instances de gouvernance globale. L'ONU, le Conseil de sécurité, l'Organisation mondiale du commerce, le FMI, tout c'est le monnaie, tout ça, ça va se chambouler. Ça va se chambouler et l'Occident va perdre son influence. Mais le risque, c'est le risque d'un conflit majeur. Le risque d'un conflit majeur. Donc il faut en tenir compte de ça. La troisième et dernière situation majeure est celle de la fin des mondes unipolaires qui fut dirigée par l'Occident ou bipolaire parce que c'était bon, l'Occident et le reste du monde. On est avec nous ou pas? Et donc c'était ça. Mais ça va se chambouler. Donc les cartes à venir du monde ou la géostratégie du monde de demain, hein, d'ici peu, hein, c'est pas loin, hein, ce n'est plus le monde unipolaire, Occident autre, mais c'est un truc, voilà, donc vous comprenez ça. Donc, mais l'Occident va perdre beaucoup de choses hein, dans son rang mondial. Il y aura des chamboulements comme ça. Mais d'autant plus qu'il aura beaucoup de soucis au niveau de ses sources énergétiques. Et n'oublions pas des matières premières, dont l'Afrique et la Russie et autres qui détiennent ces monopoles-là. Donc l'Occident va être de plus en plus en difficulté à travers le monde. Par conséquent,
nous devons, nous, Africains, euh, déjà commencer par dégager nous-mêmes tous ces mauvais-là. Nous-mêmes, les Sassou, les Bouya et autres. Pour que nous puissions être en position de force pour négocier avec telle ou telle force en présence. La force eurasienne ou occidentale. Mais les rapports de force entre les deux forces-là, occidentale et eurasienne, vont chambler, vont aller dans le sens que nous allons peut-être arriver dans un monde multipolaire où il y aura le bloc occidental, bien entendu, le bloc eurasien, le bloc peut-être du côté Amérique latine, le bloc africain et autres, donc ils vont créer des mondes multipolaires. Vous savez que déjà il y a l'Eurasie, vous connaissez là, vous avez aussi l'Occident, vous avez aussi le BRICS, qui regroupe l'Afrique du Sud, le Brésil et autres. Donc toutes ces tendances sont en cours, mais auquel la der des der restera un, les matières premières, et deux, ce sont ces rapports de force-là, militaires. Donc il faut en tenir compte de ça. Nous, l'Afrique, on est en danger parce qu'il y a les matières premières et aussi le marché. Et donc le marché de demain, parce que c'est un continent vierge, il y a beaucoup tout là-bas. Donc nous sommes là en force. Donc c'est à nous de trouver des stratégies déjà de dégager ces mauvais-là. Les dictateurs, les Sassou, les autres, sont passés par soit par la Russie ou l'Eurasie, soit passe par l'Occident. Non. Il faut que nous commencions déjà là. Il faut que nous soyons en position de force pour négocier. Bon, la tendance est claire. Hein. La tendance est claire. Si l'Occident ne se transforme pas, ne voit pas l'Afrique comme elle respecte la... Oui, l'Eurasie, l'avantage de l'Eurasie, c'est dit quoi? Nous, on n'est pas là pour vous reconnaître. C'est-à-dire, attends, on n'est pas là pour vous recoloniser. Non, on est là pour que vous soyez libre, que vous... Voilà, donc c'est ça. Or, l'Occident a trois piliers. La, 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 ce qu'on appelle la croissance ou autre, l'exploitation des matières premières à bas coût, des chaos et autres. Deuxièmement, l'accumulation, créer des inégalités, surtout chez nous. Et troisième, c'est la guerre. Mais or, nous, Africains, bon, nos piliers, historiquement, c'est la, la vérité, la justice et la solidarité. Est-ce que nous allons revenir à ces modèles-là? Donc, c'est un processus qui est en cours. Donc, il faut en tenir compte pour clarifier les débats. Un, il faut que nous puissions prendre conscience et protéger ceux qui ont pris des risques de protéger leurs peuples qui se battent en ce moment d'Afrique, pour l'Afrique, l'indépendance de l'Afrique. Il y a des pays, c'est un processus qui est déjà engagé et qui va être appuyé par cette réorganisation du monde. Deuxièmement, nous devons en tenir compte que ce monde qui arrive là, avant qu'il soit multipolaire, il faudra choisir son camp en ce moment. C'est-à-dire, il faut choisir son camp. Être neutre, ça ne marche pas. Donc, il faut choisir son camp. Et donc, là, ça va s'échambrer. Donc, troisièmement, c'est qu'il y aura de plus en plus de pays d'Afrique qui seront de plus en plus du côté de l'indépendance de l'Afrique. Donc, nous allons réorganiser l'organisation africaine, les organisations sous-régionales comme la CEMAC, les CEDEAO et tout ça, qui étaient voilà. Donc, il y aura beaucoup de choses qui vont passer là. Donc, nous devons en tenir compte que les dictateurs d'Afrique centrale là vont être dégagés par la France après les présidentielles. L'enjeu pour la France est de redonner une bonne image tout en cherchant chercher ces mécanismes-là entre les transitions et voir ceux qui sont là, voilà, qui peuvent ne pas être trop réactionnaires comme on a vu pour eux, comme au Mali, voilà. Donc eux, ils cherchent quelque chose de un peu docile, mais c'est à nous de prendre notre responsabilité. Mais eux, ils travaillent leur scénario. Ils ont déjà leur scénario. Hein. Ils sont qu'au moment donné, ils décident. Mais nous, c'est à nous de prendre notre responsabilité et de les dégager maintenant. Pour que nous puissions ensemble négocier nos intérêts en fonction de ces rapports de force entre le bloc eurasien et le bloc occidental, qui va être bénéfique pour nous parce que nous avons la population, nous avons les matières premières, nous avons tout à gagner.
Vous avez compris? Merci beaucoup. Likez et partagez. Merci.